J'ai construit cette maison avec 31 ans de ma vie, et ce n'est pas une métaphore. 31 ans à travailler comme ingénieur en structure pour un cabinet de génie civil à Lyon. Des matinées commanditées à l'aube, des nuits blanches, des week-ends passés à réviser des calculs de charges pendant que mes collègues assistaient aux matchs de foot de leurs enfants. Je n'avais pas d'enfants, j'avais des échéances. J'avais des projets. J'avais un plan d'épargne que j'alimentais chaque mois sans faute, de la même manière que certains hommes entretiennent un jardin, calmement, patiemment, avec la certitude que quelque chose de beau finirait par pousser. Quand j'ai enfin quitté ce bureau à 63 ans, j'ai eu droit à une poignée de main de mon chef de service. Une carte signée par 17 personnes dont je connaissais bien les noms. Et suffisamment d'économie pour réaliser la seule chose que je planifiais depuis plus longtemps que la plupart des gens ne planifient quoi que ce soit. J'ai acheté une maison dans le massif du Vercors, dans les Alpes françaises. Ce n'était pas un chalet de vacances, ni une résidence secondaire, mais une vraie maison de maître en pierre, avec 3 chambres, une terrasse qui fait le tour de la bâtisse, 5 hectares de forêt de feuillus et un ruisseau qui coule frais et limpide, le long de la limite et de la propriété. Même en plein mois d'août. Je l'ai payé 387 000 €, comptant, sans prêt bancaire, sans mensualité à verser à qui que ce soit. L'acte notarié porte mon nom, et seulement le mien. Je me suis installé un mardi d'octobre et, ce premier soir, je me suis assis sur la terrasse avec une tasse de café en regardant la brume s'installer dans la vallée en contrebas. Les feuilles changeaient de couleur, l'air sentait la fumée de bois provenant d'un endroit lointain. Il n'y avait pas de trafic, pas de réunion en visioconférence. Personne n'attendait rien de moi. Je me suis dit, c'est pour cela que j'ai travaillé, pour ce moment précis. J'aurais dû savoir que le calme ne durerait pas. Ma sœur s'appelle Catherine. Elle a 4 ans de moins que moi, vit à Lyon. Et a passé la majeure partie de sa vie d'adulte en partant du principe que tout ce que je possédais, d'une manière ou d'une autre, également à sa disposition. Je ne pense pas que ce soit par méchanceté, c'est simplement sa façon d'être. Quand notre mère est décédée et m'a laissé son vaisselier ancien, Catherine était devant chez moi dans la semaine pour me demander si j'en avais vraiment l'utilité. Quand j'ai reçu une prime importante au travail il y a 15 ans, elle m'a appelé pour savoir si je voulais investir dans l'entreprise de paysagisme de son mari. J'ai toujours dit non. Elle a toujours fait semblant d'être surprise. Catherine a un fils qui s'appelle Nicolas, il a 34 ans. Nicolas est le genre de jeune homme qui, depuis la fin de ses études, a lancé 4 entreprises différentes. Aucune n'a survécu assez longtemps pour avoir besoin d'un comptable. Il y a eu le food truck gastronomique. L'application censée révolutionner le secteur des services, l'aventure du dropshipping et, plus récemment, quelque chose impliquant les crypto-monnaies, que je n'ai jamais vraiment compris et pour lequel j'ai sagement évité de demander une deuxième explication. Nicolas est charmant, d'une manière que certaines personnes confondent avec de la compétence. Il a le sourire facile, un rire communicatif et cette capacité à vous faire croire, pendant qu'il vous parle, que son idée est en fait la vôtre. Je l'ai vu faire avec d'autres pendant des années et je me disais que j'étais immunisé, mais je ne l'étais pas. Environ 4 mois après mon emménagement dans le Vercors, Nicolas m'a appelé. Juste pour prendre des nouvelles, disait-il. Comment se passait mon installation? Est-ce que l'air de la montagne me réussissait? Avais-je trouvé une bonne quincaillerie au village, car il est essentiel de connaître les bons artisans dans une zone rurale? Nous avons discuté pendant 20 minutes de tout et de rien. C'était agréable et je me souviens avoir pensé que c'était gentil de sa part de m'appeler. Puis, il a glissé négligemment, comme on mentionnerait la météo, tu sais. Oncle Jean-Pierre, j'ai fait beaucoup de recherches sur les locations de courte durée. J'ai répondu que c'était intéressant. Il a affirmé que la région du
Vercors était l'un des marchés de location saisonnière les plus porteurs de toute la région Rhône-Alpes. Il a dit que des propriétés comme la mienne, privées, boisées, avec du terrain, se louaient à prix d'or pendant les week-ends et les vacances. Il a lancé un chiffre, affirmant qu'un endroit comme le mien pourrait générer environ 50 ou 55 000 euros par an, s'il était géré correctement. J'ai répondu que c'était également intéressant, et je le pensais vraiment, mais je n'avais aucune intention de gérer une location. Il m'a dit que je n'aurais rien à gérer, que c'était tout l'intérêt de la chose. Et qu'il s'occuperait de tout, l'annonce, la communication avec les voyageurs, le ménage, la gestion des départs, absolument tout. Il avait des contacts avec une société de nettoyage et savait comment ajuster les prix pour les périodes de forte affluence. Tout ce que j'aurais à faire, selon lui, serait de m'installer dans la petite chambre d'amis lors des réservations. Je veux être précis sur ces paroles, car je les ai ressassées maintes fois. Depuis, il a dit que je devrais m'effacer dans la chambre d'amis de ma propre maison, payée avec mon propre argent, pour laquelle j'avais travaillé 31 ans. Je lui ai dit non. Je lui ai dit calmement et sans aucune ambiguïté. J'ai expliqué que j'avais acheté cette maison pour y vivre tranquillement et que c'était mon intention ferme. J'ai ajouté que je n'étais pas intéressé par l'idée de voir défiler des inconnus chez moi chaque week-end. J'ai conclu en disant que j'appréciais sa créativité, mais que la réponse était non. Il a dit qu'il comprenait parfaitement, qu'il respectait mon choix et que nous reparlerions bientôt. Il a rappelé 3 semaines plus tard, mais cette fois avec des chiffres précis. Il avait apparemment monté un tableau Excel complet. Il m'a expliqué que, selon les annonces comparables dans un rayon de 30 km, ma propriété était largement sous-évaluée par rapport à son potentiel. Il a dit que la superficie du terrain était un atout majeur et que le ruisseau était un avantage naturel que je gâchais en ne l'exploitant pas financièrement. Je lui ai répondu que l'argent ne m'intéressait pas. Il a ri, affirmant qu'il savait que je plaisantais, car quel retraité ne voudrait pas d'un revenu complémentaire? Et si quelque chose arrivait? Un problème de santé? Si la toiture devait être refaite et que mes économies en prenaient un coup? Il essayait simplement de m'aider à anticiper l'avenir. Je lui ai dit que j'avais anticipé l'avenir pendant 31 ans et que c'était précisément comme cela que j'avais pu acheter cette maison. La réponse était toujours non. Il a dit qu'il comprenait et nous avons raccroché. J'ai parlé de ses appels à Catherine la fois suivante où nous avons discuté. Je n'étais pas en colère, je l'ai mentionné comme on mentionne un détail sans importance. Elle a ri en disant que Nicolas était simplement enthousiaste, qu'il avait le sens des affaires et que je ne devrais pas être si fermé aux nouvelles idées. J'ai noté qu'elle n'a jamais proposé de lui dire d'arrêter. Il a appelé une 3e fois en février. À ce stade, cela faisait environ 5 mois que j'étais installé. Le ton de cet appel était différent. Il n'essayait plus de me convaincre, il m'informait. Il a dit qu'il avait approfondi ses recherches et déterminé que la meilleure façon de structurer l'accord serait de créer un partenariat. Il s'occuperait de toute l'exploitation, je fournirais la propriété et nous partagerions les revenus. Il proposait 60% pour lui et 40% pour moi, au motif que son travail et son expertise étaient les principaux moteurs de valeur. Je suis resté silencieux un moment, puis je lui ai demandé de répéter. Il l'a fait, 60 pour lui, 40 pour moi, pour l'utilisation de ma propre maison. J'ai dit, Nicolas, je t'ai dit non 3 fois maintenant. C'est la dernière fois que je le dis. Ni par toi, ni par personne d'autre. S'il te plaît, ne remets plus jamais ce sujet sur le tapis. Il a répondu qu'il était désolé que je le prenne ainsi, qu'il pensait que je finirais par changer d'avis et que l'offre restait valable quand je serais prêt. J'ai raccroché. Cela aurait dû s'arrêter là. En mars, mon voisin, 2 parcelles plus loin, un postier à la retraite nommé
René qui promène son big le long de ma clôture presque tous les matins, m'a mentionné qu'il avait vu une voiture garée chez moi le week-end précédent. Il pensait que je devrais le savoir au cas où je n'attendais personne. Il a décrit. La voiture, c'était celle de Nicolas. Je n'attendais personne. J'étais allé rendre visite à un ami de longue date, Michel, à Grenoble pour le week-end. J'étais parti du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir. Ma maison était restée vide. J'ai appelé Nicolas et lui ai demandé directement pourquoi sa voiture était chez moi. Il a répondu qu'il était simplement monté faire quelques photos pour ses propres projets personnels, rien de grave. J'ai demandé de quelles photos il s'agissait. Il a dit des vues extérieures surtout, la terrasse, la vue sur les montagnes, le ruisseau. Je lui ai dit que c'était une violation de propriété privée. Il a répondu que j'étais excessif et qu'il faisait partie de la famille. J'ai rétorqué que les deux n'étaient pas incompatibles. Il a encore ri, ce rire qu'il utilise quand il pense que vous êtes déraisonnable. Ce n'est pas un rire méchant, c'est presque pire, c'est un rire indulgent, celui qu'on utilise avec un enfant qui s'énerve pour quelque chose qu'on a déjà jugé insignifiant. Je n'ai pas ri. Ce week-end-là, j'ai passé 3 appels téléphoniques. Le premier était pour un serrurier du village. J'ai fait changer toutes les serrures de la propriété pour des modèles haute sécurité. La porte d'entrée a reçu un verrou de sécurité renforcé, tout comme la porte arrière. J'ai même fait installer un boîtier verrouillé pour le compteur électrique à l'extérieur. Au cas où quelqu'un penserait que couper le courant soit une option utile. Je n'étais pas sûr que ce soit nécessaire, mais je l'ai fait quand même. Le deuxième appel était pour une entreprise de télésurveillance. J'ai fait installer des caméras à chaque point d'entrée, porte arrière. Les deux côtés de l'allée et une couvrant la zone de stationnement près de la grange. Les images arrivent directement sur mon téléphone, chaque mouvement déclenche une notification. Je peux voir tout ce qui se passe chez moi en temps réel, où que je sois. Le troisième appel était pour une avocate à Grenoble, spécialisée dans le droit immobilier. Je lui ai expliqué la situation et elle m'a posé plusieurs questions. Elle m'a conseillé de tout documenter à l'avenir. Les dates, les heures, le contenu de chaque conversation. Elle m'a dit d'envoyer à Nicolas une mise en demeure formelle précisant qu'il n'était pas autorisé à pénétrer sur ma propriété sans mon consentement préalable et explicite, et que toute infraction serait traitée comme une violation de domicile et signalée à la gendarmerie. Elle a rédigé la lettre, je l'ai signée et elle est partie en recommandée avec accusé de réception. Je n'ai rien dit à Catherine. En avril, Nicolas a mis ma maison en location sur une plateforme de réservation en ligne. Je connais le moment précis où je l'ai découvert parce que j'étais assis à ma table de cuisine avec mon deuxième café, en train de lire, quand mon téléphone a vibré avec une notification de l'application de sécurité. Il y avait du mouvement dans l'allée. J'ai regardé l'écran et j'ai vu un véhicule que je ne connaissais pas descendre lentement mon chemin de gravier. Je suis sorti sur la terrasse. Il y avait 2 personnes dans la voiture, un homme et une femme d'une trentaine d'années, tous deux fixant leur téléphone. Quand ils m'ont vu sur la terrasse, ils se sont arrêtés, l'homme a baissé sa vitre et a dit qu'il venait pour la remise des clés. J'ai répondu, je vous demande pardon? Il a dit qu'ils avaient une réservation et m'a montré son téléphone. Il y avait l'annonce, ma maison, mon adresse, des photos que je reconnaissais, la terrasse, le jardin, la vue sur la crête, le ruisseau. Les photos de Nicolas. Une réservation de 3 nuits à 420 € la nuit, arrivée l'après-midi même. J'ai dit au couple très calmement qu'il y avait une erreur grave, qu'il n'avait pas fait de réservation avec moi car je n'avais jamais mis cette maison en location et que j'étais sincèrement désolé du dérangement, mais qu'il ne pourrait pas rester ici. Je leur ai conseillé de contacter la plateforme
pour un remboursement intégral et de signaler l'annonce comme frauduleuse. Il était confus et contrarié, ce qui était tout à fait compréhensible. Je suis resté sur ma terrasse et je les ai regardés faire demi-tour et partir. Ensuite, j'ai appelé mon avocate. Elle n'était pas surprise. Elle m'a dit que c'était précisément ce qu'elle craignait. Elle a ajouté que nous avions un bon dossier. De rester tranquille et de la laisser travailler. Ce qui s'est passé au cours des 6 semaines suivantes est quelque chose que je vais essayer d'expliquer. Clairement, car certains points sont complexes, mais tout a son importance. Premièrement, la plateforme. Mon avocate les a contactés directement avec les documents prouvant que j'étais le seul propriétaire et que je n'avais jamais autorisé de mise en location. L'annonce a été retirée en 48 heures. La plateforme a fourni les informations sur le compte qui avait créé l'annonce. Et le compte bancaire recevant les paiements. Nicolas avait déjà encaissé les acomptes de 3 futures réservations en plus du couple qui s'était présenté à ma porte. Deuxièmement, la gendarmerie. J'ai déposé une plainte formelle pour violation de domicile en me basant sur le témoignage de René concernant la visite de Nicolas en mars, ainsi que sur mes propres enregistrements de vidéosurveillance qui avaient capturé Nicolas sur ma propriété à 2 autres reprises dont je n'avais même pas connaissance. L'adjudant qui a pris ma déposition a été très professionnel et m'a confié qu'il voyait de plus en plus ce genre de situation ces derniers temps. Lui non plus ne semblait pas surpris. Troisièmement, le volet civil. Mon avocate a déposé une demande d'injonction d'urgence interdisant à Nicolas de se présenter comme ayant une quelconque autorité sur ma propriété. Que ce soit à des fins commerciales ou personnelles. Cela a été accordé rapidement. Et quatrièmement, l'aspect fiscal, que je mentionne seulement parce que mon avocate m'a fait remarquer que Nicolas encaissait des revenus sur une propriété qu'il ne possédait pas sans déclarer cet argent, ce qui n'est plus seulement un problème civil mais une affaire avec le fisc. Je n'ai pas entamé de démarche pour ce dernier point moi-même, certaines choses finissent par rattraper les gens toutes seules. Nicolas m'a appelé après avoir reçu l'injonction. Ce n'était plus l'appel charmant et facile de quelqu'un qui pense pouvoir me manipuler. Sa voix était différente, tendue. Il a dit que j'avais surréagi, qu'il essayait seulement de m'aider. Il a affirmé que je l'avais humilié, que je lui avais causé un préjudice financier réel et qu'il ne comprenait pas pourquoi j'étais allé à de telles extrémités alors que nous sommes de la famille. Je l'ai laissé terminer. Puis j'ai dit, je t'ai dit non. Je te l'ai dit clairement à plusieurs reprises, dès le premier appel, puis le deuxième, le troisième, et lors de notre discussion sur la violation de domicile. Je t'ai envoyé une lettre recommandée que tu as signée. Tu as mis ma maison sur une plateforme commerciale sans mon consentement pendant mon absence. Tu as photographié ma propriété sans permission. Tu as pris l'argent d'inconnus pour l'usage d'une maison qui ne t'appartient pas. Tu as eu toutes les occasions de t'arrêter et tu ne l'as pas fait. Alors, c'est moi qui t'ai arrêté. Il a dit qu'il pensait que je finirais par être d'accord. J'ai répondu que l'espoir n'était pas une autorisation. Il a raccroché. Catherine m'a appelé ce soir-là. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui prend des nouvelles de son frère. Elle avait la voix d'une femme qui venait de passer 1 heure au téléphone avec son fils et qui m'appelait en son nom. Elle m'a dit que Nicolas était dévasté, que ce que j'avais fait était excessif. Elle m'a dit que la famille était censée se soutenir, pas engager des avocats ou déposer des plaintes, et que j'avais humilié son fils pour une simple idée de business. Je lui ai demandé si elle avait dit à Nicolas d'arrêter quand je lui avais parlé de ses appels en janvier. Elle est restée silencieuse un moment. J'ai continué. Je lui ai dit non en octobre, en novembre et en février. Je t'ai dit en janvier qu'il insistait lourdement et tu m'as répondu qu'il avait le sens des affaires. Je lui ai envoyé une mise en demeure lui interdisant l'accès à ma propriété. Il est venu quand même,
il a pris des photos quand même, il a mis l'annonce quand même et il a empoché l'argent. Je n'ai pas rendu les choses compliquées, c'est lui qui l'a fait, et tu avais une chance de l'arrêter et tu as choisi de ne pas le faire. Elle a dit que j'aurais pu m'y prendre différemment. J'ai répondu que j'avais essayé 8 fois avant d'appeler une avocate, et je lui ai demandé combien de fois elle pensait que je devais dire non avant que cela ne compte. Vraiment. Elle n'a pas eu de réponse. Nous ne nous sommes pas reparlés depuis, c'est son choix. J'ai laissé la porte ouverte, je ne cherche pas à rompre définitivement les liens pour cela, mais je ne vais pas non plus m'excuser d'avoir protégé mon bien. René m'a demandé quelques semaines plus tard comment les choses s'étaient arrangées. Je lui ai donné la version courte. Il a hoché la tête lentement et a dit que certaines personnes ne comprennent les choses que lorsqu'elles leur coûtent quelque chose. Il a dit cela sans aucune satisfaction, comme une simple observation. J'ai trouvé que c'était la chose la plus juste que j'ai entendue sur toute cette affaire. Nicolas, d'après ce que je sais par un cousin commun, explore maintenant un nouveau projet. Je n'en connais pas les détails. Je lui souhaite sincèrement une forme de succès qui ne nécessite pas l'utilisation de ce qui appartient à autrui. Nous sommes en juin maintenant. Le ruisseau est haut à cause des pluies de printemps. Les rhododendrons le long de la clôture et ont fleuri au début du mois, de grandes grappes roses et lourdes à travers lesquelles je me suis promené 3 matins de suite, simplement parce que je le pouvais. J'ai de bonnes relations avec la quincaillerie du village. Je connais les employés du magasin de bricolage par leur nom, même si je n'ai pas d'animaux, parce qu'ils vendent aussi du bon matériel de clôture et que nous discutons de la météo. Je conduis jusqu'à Grenoble 2 fois par mois pour les courses et je retrouve occasionnellement mon ami Michel pour déjeuner dans un restaurant près de l'Isère qui sert une excellente truite. J'ai repeint la rambarde de la terrasse le week-end dernier. Cela m'a pris tout le samedi et une partie du dimanche matin. Quand j'ai fini, j'ai pris du recul pour contempler le travail et j'ai ressenti cette satisfaction spécifique du travail bien fait, à mon propre rythme, sans personne pour m'attendre, sans résultat à livrer, sans échéance. J'ai acheté cette maison pour y vivre, et j'y vis. La brume descend dans la vallée presque tous les soirs vers 18h. Je me prépare une tasse de café, du décaféiné maintenant, une habitude à laquelle j'ai résisté pendant des années mais que j'ai fini par accepter comme n'étant pas la tragédie que je m'imaginais. Je m'assois dans le fauteuil que j'ai tiré vers l'extrémité et de la terrasse, là où le murmure du ruisseau est audible si le vent tourne dans le bon sens. Parfois, René passe avec son bigle et nous faisons un signe de la main. Parfois, je rentre lire à l'intérieur. Parfois, je reste simplement là pendant que la lumière décline et que la ligne de crête passe de l'or au gris, puis à ce bleu sombre particulier que prennent les montagnes juste avant la nuit noire. J'ai travaillé 31 ans pour cette terrasse, pour cette lumière et pour ce silence. Personne ne me les enlèvera, ni un neveu avec un tableur Excel et un rire déplacé, ni une sœur qui a confondu la loyauté familiale avec le refus de dire une parole claire à son fils quand il en était encore temps. Personne. J'ai construit une clôture, de manière professionnelle, autour de quelque chose qui valait la peine d'être protégé. J'ai toujours dit que la partie la plus importante d'une structure n'était pas les matériaux, mais la décision prise très tôt de la construire correctement. Je le crois toujours.